On va plus loin à présent dans l'essentiel avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir. Avec en une pour le mois de septembre la Révolution jeune. Le prochain arrive. Apparaît. Voilà, on l'attendra avec impatience et on vous présentera la une mercredi prochain. Face à vous, Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici à France 24. Bonjour Gauthier. Bonsoir. Au sommaire, Israël promet de riposter après l'attaque iranienne d'hier. Passe sur les sites nucléaires iraniens, demande instamment Joe Biden. Alors que l'État hébreu lui poursuit ses incursions au Liban, 8 soldats israéliens sont morts dans des affrontements avec le Hezbollah. Joe Biden et Kamala Harris se rendent dans les zones sinistrées par l'ouragan Hélène aux États-Unis. Déjà 155 morts. Donald Trump accuse l'État fédéral de délaisser les terres républicaines, alors que les colistiers des deux candidats ont débattu la nuit dernière. Un face-à-face ferme mais courtois. C'est tout de suite, on va plus loin. Quelle va être la riposte d'Israël? Ses dirigeants l'ont dit dès hier, l'attaque de l'Iran ne restera pas sans réponse. Ce sont quelques 200 missiles qui ont été tirés en moins d'une heure, la plupart interceptés par la défense antiaérienne de l'État hébreu, où l'on déplore un mort palestinien en Cisjordanie et des dégâts seulement mineurs. Les détails avec Valérie Lerouge pour France 2. Une explosion en plein centre de Beyrouth, ce matin avant le lever du soleil. Israël poursuit son offensive sur le Liban. Au total, au moins une douzaine de raids aériens ont été menés sur des cibles du Hezbollah selon l'armée israélienne. Les colonnes de fumée sont encore visibles ce midi. La pluie de missiles envoyés hier soir depuis l'Iran sur Israël en soutien au Liban n'a pas changé la détermination de Benyamin Netanyahou. Il promet même une riposte sévère. L'Iran a commis une grave erreur et en paiera le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et a fait rendre des comptes à nos ennemis. L'attaque iranienne, présentée comme une réponse à l'assassinat des leaders du Hezbollah et du Hamas, a été célébrée hier soir par des centaines d'habitants dans les rues de Téhéran. Mais ce matin, beaucoup en redoutent les conséquences. Si Israël veut mettre en œuvre ses représailles, ça conduira à une escalade de la guerre. Tout le monde s'en inquiète. J'espère que les États-Unis cesseront de soutenir Israël et qu'Israël ne ripostera pas. La guerre aura lieu à 100% et c'est inquiétant. Moi, je pense surtout à la jeunesse qui en subira les conséquences. Le risque d'embrasement régional existe. L'Iran a prévenu qu'il frappera toutes les infrastructures d'Israël s'il est attaqué. Ziad Limam, attaque massive hier, bilan limité, comme en avril dernier. La réplique israélienne sera elle aussi proportionnée comme en avril? Vous savez, quand on rentre dans ces eaux très très tumultueuses, on peut dire c'est proportionné, et puis après on ne sait pas, il peut se passer toutes sortes de choses. Je pense que l'attaque d'hier des Iraniens était à la fois presque surprenante et attendue en même temps. C'est-à-dire, c'était difficile pour l'Iran de ne pas montrer qu'ils étaient capables de le faire, parce que sinon la déterrence, la position de l'Iran devenait celle d'un État faible qui acceptait de facto la règle du jeu imposée par les Israéliens. Qu'est-ce qu'ils ont voulu aussi prouver dans l'attaque elle-même? C'est-à-dire, est-ce qu'ils voulaient toucher les cibles? Est-ce qu'ils voulaient montrer qu'on pouvait dépasser le dôme de fer? Tout ça, il faudrait vraiment être dans les bureaux de la CIA, de la NSA ou des services pour bien comprendre tout ça. Mais voilà, donc ça, je pense qu'il y avait un côté du côté iranien de dire on ne peut pas accepter ce qu'on nous a fait et donc on répond. Côté israélien, clairement, on ne peut pas accepter que l'Iran envoie 200 missiles sur Israël et donc il y aura une réponse. Alors, est-ce que les Israéliens vont aller sur le ton du discours de Netanyahou, c'est-à-dire la riposte massive? Est-ce qu'ils vont attaquer les centrales nucléaires? Les Américains leur disent ça serait bien de ne pas le faire, mais on sait que les Américains on ne sait plus très bien ce qu'ils disent d'ailleurs, puisqu'en fait ils disent des choses qui se réalisent pas. C'est clair qu'on rentre dans un moment extrêmement tendu, d'autant plus que c'est le troisième front. Il y a Gaza,
il y a le Liban, il y a l'Iran. Voilà, donc on est dans la période absolument où même si on veut contrôler les choses peuvent sortir du contrôle. On va écouter dans un instant ce qu'a dit Joe Biden avant de monter dans l'avion pour se rendre, lui, en Caroline du Nord. Mais il évoquait ces questions-là. J'attends simplement le signal pour vous jouer effectivement ce sonore. Le fait, en tout cas, Gauthier Rybinski, que certains de ces missiles aient pu atteindre leur cible, comme en Cisjordanie par exemple, ou sur des bases aériennes israéliennes, cela donne à Israël une raison de frapper l'Iran, y compris son programme nucléaire? Alors, le programme nucléaire, c'est effectivement ce à quoi Netanyahou s'est fixé, s'est juré de l'anéantir d'une manière ou d'une autre. Et on voit que cet enchaînement, cette escalade, comme on dit, mais moi je ne sais plus trop bien non plus ce que ce terme veut dire exactement. Mais cet enchaînement où chacun se sentent obligés de répondre à l'autre. Ça peut être sans fin, hein. Ça peut être sans fin puisque Israël dit nous allons riposter. Et si l'Iran est parti dans ce bras de fer, il peut continuer. Mais par rapport au programme nucléaire, il y a là la volonté, même quand elle est évidemment spécieuse, mais la volonté de Netanyahou de dire vous voyez bien, je vous l'avais dit, avec les Iraniens qui viennent de bombarder Israël, il n'y a pas de discussion possible. Et votre histoire d'accord conclu en 2015 de JCPOA est une fumisterie et quelque chose de totalement illusoire. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'entend bien avec Donald Trump. La donne actuelle, justement, qui est relativement moins favorable à Donald Trump, fait aussi que pour Netanyahou, il y a une forme d'urgence à essayer, peut-être pas de plier la question, mais au moins de l'avancer de manière telle que même une administration démocrate, et on voit bien, vous l'avez souligné, que celle-ci, l'actuelle, est quand même pas, ses efforts ne sont pas couronnés de succès, et bien même une administration démocrate de Kamala Harris serait finalement tenue de suivre plus ou moins, même si elle protestait officiellement contre la conduite de Netanyahou et d'Israël. Alors voilà justement ce que disait Joe Biden juste avant de monter dans l'avion tout à l'heure. Écoutez. Soutiendriez-vous une attaque contre les sites nucléaires iraniens? La réponse est non. Nous allons discuter avec les Israéliens de ce que nous allons faire. Mais nous, membres du G7, sommes tous d'accord sur le fait que les Israéliens ont le droit de riposter, mais de manière proportionnée. Lequel Joe Biden, la semaine dernière, proposait un plan de cessez-le-feu de 21 jours avec la France, prétendument accepté sur le principe par Israël, avant que le lendemain, Israël ne frappe le cœur de Beyrouth, en l'occurrence, le sud de Beyrouth et l'immeuble dans lequel se trouvait Hassan Nasrallah. Vous pensez que Joe Biden, aujourd'hui, a une prise sur ce que peuvent faire ou pas les Israéliens en riposte? En tout cas, il peut envoyer un message. Bon, son nom est assez clair. Il n'y a pas de no but. Oui. Il y a un non, pas les sites nucléaires. Par contre, riposter de manière proportionnelle. Le problème, c'est que tous les acteurs sont persuadés de maîtriser le jeu. Et après, il faut aussi pouvoir atteindre ces fameux sites nucléaires. Enfin, il y a le haut qui est sur la terre, il y a le dessous, il y a et le programme lui-même, même si on admet qu'on va détruire les installations ou les endommager gravement, les scientifiques, le savoir, la connaissance industrielle qui est accumulée depuis 20-25 ans par l'Iran, qui en a fait une priorité, ça disparaîtra pas. Donc ça sera un recul, mais on n'aura pas résolu le problème de la question de l'Iran nucléaire. Deuxièmement, si j'ai bien compris, il faut des armes très spécifiques que les Israéliens n'ont pas forcément, que les Américains ont. Troisièmement, un raid sur l'Iran, c'est tout à fait jouable par des missiles, mais est-ce qu'ils utiliseraient d'autres moyens qui les obligeraient à survoler des zones qui ne sont pas forcément amies? On n'en sait rien. Et quatrième point, encore une fois, tout n'est pas maîtrisable. Qu'est-ce qui pourrait se passer en Irak, par exemple, où il y a une forte communauté chiite, très pro-iranienne, où il y a des Américains, il y a une base américaine. Donc tout ça peut aussi se déglinguer. Moi, ce qui me terrifie dans le moment que nous vivons, c'est qu'on est vraiment dans l'affrontement. Et personne ne discute d'un après possible. Alors, les Israéliens disent, les Iraniens, de toute façon, ils veulent la destruction de l'État d'Israël. Ok, très bien, mais dans toute guerre, on veut la destruction de son ennemi. À Gaza, plus personne ne parle de Gaza. On évoque maintenant le chiffre de 40 000 morts, de 90 000 blessés. Je ne sais pas, la ville est rasée. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a
l'expression américaine, est-ce qu'il y a un endgame? Vers où on va? Est-ce qu'il y a une solution? Le Hamas n'est pas mort. Attentat hier à Jaffa. Vous entrez au sud Liban, certes, on a décapité une partie du Hezbollah, mais on savait que les troupes au sol, que les militants au sol étaient là et qu'ils les attendaient. Donc on voit des victimes de part et d'autre, des bombardements, des soldats israéliens tués. Donc c'est quoi le endgame? Dans tout conflit, il y a un moment où on se dit, c'est quoi la solution? Si c'est juste de part et d'autre d'infliger de la douleur jusqu'au prochain épisode, vous, moi et toi, on est là dans 20 ans, dans 40 ans, vos enfants et les nôtres. Donc quand est-ce qu'il y a un endgame à tout ça? Quand est-ce qu'on s'assied et qu'on dit, bon, la guerre, c'est la guerre, elle a donné ce qu'elle pouvait donner, maintenant, discutons sur le fond. On va aller à Beyrouth dans un instant, rejoindre Cyril Payen sur place, qui va revenir sur l'épisode du jour avec effectivement ces soldats israéliens et ces 3 chars manifestement qui ont été détruits par le Hezbollah. Gauthier Ribinski, pour rebondir sur ce que vient de dire Ziad Limam à l'instant, il manque aux Israéliens un objectif clair. Ce que seraient pour eux finalement les conditions d'une paix acceptable? Oui. Dans la région? Il manque ça, et il manque le personnel politique capable de porter tout simplement cette question. De la même manière que du côté palestinien, quand même, c'est pas un hasard si vous avez des organisations, notamment comme le Hamas, qui ont toujours dit, alors on prend ça souvent avec le sourire, mais c'est tout à fait sérieux, ceux qui vous disent, et c'était un des vieux fondateurs du Hamas qui avait dit, nous devons adorer la mort comme nos ennemis adorent la vie. Ça n'est pas complètement, ça n'est pas que de la rhétorique. Ça existe. Quant à Netanyahou, vous savez très bien qu'il considère que c'est dans le conflit, que c'est dans l'adversité que Israël vit et se développe. Et quand vous considérez aussi qu'il y a une partie non négligeable de la population israélienne, même si les deux sont à touche-touche parfois, mais qui considèrent aussi que sans la manière forte, jamais ils ne seront tranquilles. Et de fait, comme disait Ziad, ce que proposent des personnages comme Netanyahou, c'est précisément de n'être jamais tranquille. Et presque au-delà de sa propre personne, il y a un intérêt politique à cette situation, qui fait qu'évidemment personne n'imagine la chose, et que, comme on le dit depuis un an, et encore même depuis bien avant, la nécessité pour avoir une vision qui est après, qui est autre, c'est d'avoir, alors je ne sais pas comment exactement, mais d'avoir un plafond de verre qui saute dans le personnel politique israélien comme palestinien, parce que ça n'est pas non plus avec Mahmoud Abbas en Cisjordanie, même quand on dit il faut réactiver l'autorité palestinienne telle qu'elle est, elle est plus de nature à nuire qu'à faire avancer. Non, mais je suis pas d'accord, on s'en fout de l'autorité palestinienne, Gauthier. C'est-à-dire que... c'est bien ce que je veux dire. Non, mais je veux dire, c'est pas l'argument pour dire j'ai pas d'interlocuteur. On sort un tel de prison en Israël, on ramène. Marwan Barghouti. Oui, non mais c'est bien ce que je veux dire. Certains veulent ressortir du formol l'autorité palestinienne. Marwan Barghouti. Non, c'est assez autre chose, Marwan Barghouti. Non, mais l'autorité, elle existe institutionnellement et on fait avec ce qu'on a. On peut effectivement aller dire que le pauvre président, il devait prendre sa retraite. On est d'accord, mais on fait avec ce qu'on a dans un conflit. On fait avec les adversaires qu'on a en face. Oui, donc sauf que Netanyahou l'a tellement écrasé et que de l'autre côté, on a laissé passer tellement de choses qu'elle est aussi démonétisée, cette autorité, d'une certaine manière. C'est sûr, elle est démonétisée en particulier dans toute cette génération de jeunes nouveaux fédayines, pour reprendre un terme très à la mode dans les années 70, qui sont recrutés à tour de bras par le conflit, par ce conflit. Bien sûr. Et en Cisjordanie notamment. Moi, je pense, juste en une phrase, je pense que contrairement à ce qu'on croit, le camp de la paix... au Moyen-Orient est plus important que le camp de la guerre. Le problème, c'est que les politiques jouent sur les peurs et les mouvements de libération jouent sur la thématique. Et que le 7 octobre n'a rien arrangé. Deuxièmement, je pense que la clé de tout, c'est les Palestiniens. S'il n'y a plus de question, si on rentre dans un processus de règlement de la question palestinienne, tout le reste se casse la gueule. Le Hezbollah, les Iraniens, les Houthis, tout ça, parce que c'est le substrat idéologique de cette histoire. Rentrons dans un processus de paix avec les Palestiniens, qu'ils le méritent. Trouvons une solution. Moi, je suis ouvert, 2 États, un État, enfin, n'importe quel État, ça m'est égal, mais trouvons une solution. Revenons. Alors, je sais que j'ai déjà dit ça et qu'on prend pour un grand naïf. Revenons dans des processus type Oslo, etc., Camp David, pour arriver à quelque chose. Mais peut-être qu'il n'y a pas les gens, comme tu disais, aujourd'hui. En tout cas, pendant ce temps, les chars israéliens entrent au Liban et s'affrontent au Hezbollah. 8 soldats israéliens sont morts, Cyril Payen, à Beyrouth, pour France 24.
Oui, même 9 selon un dernier décompte, avec cette confirmation qui est arrivée de l'état-major israélien. Après, il faut le dire, de nombreuses heures ici de rumeurs alimentées par les réseaux sociaux pro-Hezbollah, il faut le dire, et puis une confirmation de la part des cadres eux-mêmes du Hezbollah, puisque le porte-parole de la milice chiite s'est fendu il y a quelques heures derrière moi. Je suis à l'est de Beyrouth, c'est le sud de Beyrouth qui est juste derrière moi. D'ailleurs, aparté, il fait nuit, donc on ne voit plus les fumées, mais les dernières frappes ce matin qui ont l'aviation israélienne a frappé juste derrière moi. Il y avait encore ce soir des fumées émanant de quartiers qui brûlent encore. Donc Mohamed Afif, porte-parole du Hezbollah, s'est fendu il a improvisé une conférence de presse dans les décombres de la banlieue sud de Beyrouth pour dire que la résistance en creux était prête à attendre et repousser l'ennemi israélien. Je le cite de mémoire, mais vraiment une rebuffade pour bien confirmer qu'il y avait eu d'abord ce matin les premiers combats au sol après l'entrée des commandos israéliens à 5h du matin. Et puis effectivement, on avait bien vu les allers-retours d'hélicoptères de combat, les ambulances prêtes du côté israélien, des hôpitaux dont celui de Haïfa dans le nord d'Israël qui était en alerte. On savait qu'il s'était passé quelque chose sur le terrain, mais pas évidemment une telle ampleur. Une vingtaine de blessés, 9 soldats tués, confirmés par l'état-major israélien. Donc évidemment, c'est vraiment un tournant ici, c'est ce que tout le monde a compris. C'est les combats au sol et une résistance farouche des miliciens du Hezbollah sur un terrain qu'ils connaissent bien, un terrain difficile, un terrain aussi que les Israéliens connaissent parfaitement. En tout cas, ce soir, pour terminer, la nuit, effectivement, est tombée et tout ce quartier où nous sommes attend sans doute une nouvelle nuit de frappe. La nuit dernière, de 2h du matin à 4h30, des frappes extrêmement violentes qui ont totalement secoué le quartier. Donc là, la nuit est tombée, c'est ce qu'on attend ici dans cette partie de Beyrouth. Merci Cyril Payen, envoyé spécial de France 24 à Beyrouth et ancien correspondant également de la chaîne à Jérusalem. Gauthier Rybinski, l'armée israélienne l'assure, il s'agit de raids localisés d'une ampleur très limitée. On joue sur les mots. Oui, parce que lorsqu'on disait tout à l'heure riposte proportionnée ou disproportionnée, il faut se souvenir que l'armée israélienne a théorisé le fait d'agir de manière disproportionnée. Ça n'est pas quelque chose de fondamentalement dérangeant, enfin dérangeant si, mais différent de ce que Israël a théorisé depuis la première intifada. Souvenez-vous que Yitzhak Rabin disait il faut, même si ils ne lancent qu'une pierre, il faut leur casser les os, il faut leur casser les jambes. Bon, Rabin a évolué après. Donc il n'y a pas vraiment de surprise par rapport à ça, mais il y a un discours, oui, qui consiste à dire nous sommes dans une limite. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir encore de la réserve. C'est-à-dire dire, vous voyez bien, on est déjà allé jusque-là, mais si vous persistez, on peut aller plus fort. Et là aussi, par rapport à l'opinion israélienne, c'est-à-dire on n'a pas grillé toutes nos cartouches, on est en possession de nos moyens, ça c'est important par rapport à ce qui s'est passé à Gaza, et l'on peut aller plus loin, mais justement, tout ça se jauge en fonction de ce qui se passe, bien sûr, sur le terrain, et de la manière dont l'arrière va réagir. C'est le mauvais souvenir de l'invasion de 2006 qui incite à la prudence. Israël a employé le simple mot d'incursion. Ou le fait qu'Israël ne veut pas tout simplement occuper le Sud-Liban ou créer une zone tampon. C'est à la fois diplomatique et un peu stratégique sur le plan militaire. C'est-à-dire, je ne vous dis pas tout ce que je fais. Mais encore une fois, c'est quoi le endgame ? Vous comptez détruire des cellules du Hezbollah qui sont à la frontière. Très bien. Vous allez en détruire certaines, d'autres vont reculer, elles vont vous attendre un peu plus loin. C'est ce que disait, je sais plus, j'ai lu ça dans la presse aujourd'hui, vous prenez cette colline et les gens se déplacent sur la colline d'après, donc vous êtes obligé d'aller à la colline d'après. Et les gens de la colline d'après, ils se déplacent encore sur la colline d'après, donc vous êtes entraînés dans ce mouvement. Imaginons que Israël crée une zone tampon, mais elle sera jamais sûre. Comment pourrait-elle être sûre ? Je veux dire, à part annihiler complètement le Hezbollah, ce qui est peut-être un objectif de guerre. C'est dans le Sinaï, en fait. Oui, non, mais ça sera jamais sûr. C'est le Sud-Liban, c'est le Liban aussi. Faut pas oublier, c'est un État souverain. Donc il y aura toujours des résistances, il y aura toujours des gens pour aller essayer de faire des incursions dans cette zone tampon. Donc encore une fois, c'est quoi le endgame d'Israël ? Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez rapatrier vos populations qui n'ont pas accès au nord ? Très bien. Donc il faut forcément, à un moment ou à un autre,
sécuriser cette frontière par un accord politique. L'accord politique, il passe aussi par Gaza et par Rafah et par la Cisjordanie. Et il passe aussi par Téhéran. Ce faisant, là, on a 1 million de déplacés à côté libanais. C'est fou. Dans un pays qui était très fragilisé économiquement sur un fil. Ouais. Et c'est pour ça peut-être aussi que jusqu'à présent, mais ce n'est pas du tout une excuse vis-à-vis du Hezbollah, mais il y a eu cette idée que si jamais on entrait en guerre véritablement, le hinterland du Hezbollah, là où il se fournit, la bête sur laquelle il se paie d'une certaine manière, c'est-à-dire le Liban, s'il y a un effondrement total du Liban, le Hezbollah, il peut attendre des rations de le remède pourrait être pire que le mal, y compris pour Israël. Y compris pour Israël, bien sûr. Aux États-Unis, on a vu tout à l'heure Joe Biden avant qu'il monte dans l'avion, et bien le président et Kamala Harris se rendent séparément dans les États sinistrés par le passage de l'ouragan Helene, qui a fait au moins 155 morts selon un bilan toujours provisoire. Lundi, les autorités disaient être sans nouvelles de 600 personnes, notamment en Caroline du Nord, qui fait figure d'épicentre de la catastrophe. C'est là que se rend donc Joe Biden, tandis que sa vice-présidente et candidate à l'élection se rendra, elle, en Géorgie, état ô combien important au plan électoral, et visité dès lundi par son adversaire Donald Trump, qui n'a pas manqué de critiquer la lenteur de l'État fédéral. Ziad Limam, ça peut jouer quand on se souvient de l'impact qu'avait eu l'ouragan Katrina dans la fin de mandat de George W. Bush. Oui, bien sûr que ça peut jouer, parce d'autant plus que sur le cas de la Géorgie et de la Caroline du Nord, c'est sur les swing states. Comme on sait que ça se joue à 2%, après, ça peut jouer dans les deux sens. C'est-à-dire, oui, l'État fédéral est un peu lent. Oui, Trump a pu monter dans son avion à faire la course et faire ses discours un peu débridés et à moitié cinglés sur la question. Mais en même temps, il dit dans le même discours ou presque le changement climatique, it's a joke, it's a scam, et c'est une arnaque. En même temps, les gars là, ils viennent de voir passer un ouragan qui a pris un chemin totalement. Enfin, moi, je suis pas météorologue, mais qui est passé par la Floride et au lieu de s'éteindre sur les terres comme d'habitude, il est monté tout droit à l'intérieur des terres sur des centaines de kilomètres. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas de changement. Donc là aussi, il se décrédibilise. Donc on va voir. La seule chose, c'est que, du coup, ça nous rappelle qu'il y a une élection aux États-Unis dans un mois maintenant. Oui, dans 5 semaines, qu'elle est essentielle pour l'avenir du monde, y compris pour le débat dont on parlait avant, et que nos yeux sont détournés par les guerres du Moyen-Orient, mais qu'il y a aussi un enjeu phénoménal aux États-Unis et qui va être décidé, encore une fois, par 200-300 000 électeurs sur 5-6 États qui vont, en gros, nous orienter, le monde entier nous orienter pour au moins 4 ans. Et se décider sur leurs problèmes très locaux, qui n'ont rien à voir avec le reste du monde, même si, via peut-être le changement climatique, on a effectivement un phénomène qui est un phénomène de fond. Gauthier Rybinski, il y a là une situation potentiellement explosive pour les démocrates et qui vont tenter de déminer aujourd'hui. Vous voulez parler Oui, on va montrer aussi les images du débat entre les colistiers, puisqu'il nous reste peu de temps. C'était la nuit dernière. Là, il n'y a pas eu beaucoup d'explosions. J.D. Vance, donc candidat à la vice-présidence aux côtés de Donald Trump, affrontait Tim Walz, qui lui-même, donc vous le voyez, gouverneur du Minnesota, sur lequel les démocrates fondent beaucoup d'espoir et dont il ressort finalement qu'il n'a pas véritablement dominé son adversaire, contrairement à ce qu'on pouvait anticiper. J.D. Vance se montre lui au contraire un redoutable débatteur, ça on le savait. On avait peut-être un peu trop tendance à l'oublier depuis le début sur cette polémique à propos des femmes seules et des chats. On avait oublié les raisons qu'il avait fait choisir par Donald Trump. Oui, mais vous voyez justement, si on en est là à propos des États-Unis, c'est-à-dire de dire comme on fait sur un ring, on dit « Ah, là, il y a un point pour un tel parce qu'il a bien décoché telle ou telle flèche », c'est gravissime compte tenu de l'enjeu. Pour revenir 2 secondes sur ce que vous disiez tout à l'heure, je pense qu'il y a une image qu'il faudrait ressortir, mais sans doute que les démocrates ne s'en priveront pas. C'est celle de Donald Trump en 2018 à Porto Rico. Vous vous souvenez, il y avait avec ses papiers toilettes. Et qui avait dit « J'ai passé une journée formidable, les portoricains n'ont pas subi grand-chose, tout ça n'est pas très grave. » Et lui s'amusait à jeter des essuie-tout dans la foule et qu'elle essayait de l'attraper. Bon, ça devrait parler et ça devrait même contrecarrer la manière dont éventuellement Evans s'est débrouillé. Tout ça, c'est quand même de l'écume. Et malheureusement, c'est de l'écume. C'est ça, c'est-à-dire que ça va déterminer quelque chose de mondial. Si je pose la question, c'est que J.D. Vance, contrairement peut-être à Donald Trump, c'est un véritable intellectuel, un peu comme Ron DeSantis, de cette frange très droitière de l'électorat américain. Il peut y avoir des intellectuels pareils. Les débats du vice-président
On s'en fiche. Ouais. C'est à toutes les élections américaines. On a peut-être vu là le prochain président des États-Unis. On fait monter la sauce en disant les vice-présidents et puis après on oublie dans la seconde d'après parce que c'est pas eux l'enjeu pour le moment. Ça sera peut-être un jour, peut-être si l'intervention divine fait que, il faudra faire avec. Mais c'est pas un sujet. Le sujet là tout de suite, c'est qu'est-ce que va dire Kamala Harris demain ? Est-ce qu'elle va donner la sensation aux Géorgiens, elle va en Géorgie, que l'État est là et qu'elle a la trempe. Excusez-moi, parce qu'on est quand même dans une culture machiste, dans un pays comme ça. De le rappeler, Est-ce que cette femme peut envoyer un message de force et de soutien et de compassion en même temps et de faire tourner la machine administrative américaine qui n'est pas forcément la plus réactive ? Bon, mais il va y avoir des milliards de dollars, hein, mais là, tout de suite, c'est le message qu'elle va donner demain. L'autre, on sait. Vous êtes tous des nuls, si j'étais là... mais l'électorat est oublieux, comme l'a rappelé. Oui, c'est ça. Mais l'autre, c'est Téflon. Hein. Trump, il peut dire à peu près n'importe quoi, il a 49%. C'est ça. Donc... Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Juste si vous avez 4 heures devant vous, vous avez posé la question, peut-on être d'extrême droite et intellectuel ? Non, mais c'est la question que vous avez posée à propos des Vance. Ça fait une dissertation très bien. Merci beaucoup, Gauthier Rivlinski, Ziad Limam. On va plus loin, c'est terminé. Prochain journal dans 3 minutes dans l'essentiel. Restez avec nous.